Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, enchanté co-animer ce webinaire. Ma carrière très brièvement. Avant d'intégrer Toyota, j'ai travaillé pour des équipementiers de l'industrie automobile, essentiellement Faurecia et BTR. Donc, j'ai rejoint Toyota en 1999, et l'équipe en charge de la mise en place de cette usine, de filière à construction et donc de démarrer la production comme directeur qualité. Ensuite, j'ai évolué vers la production, ensuite vers l'assemblage et production de contrôle, et j'ai terminé ma carrière donc en 2019 comme vice-président de production et notamment en charge de développer la 4e génération de l'Aris et de préparer l'introduction de 2 nouveaux véhicules. Donc le challenge de notre usine, c'était, comme Philippe l'a dit en préambule, c'est de prouver qu'il est encore possible de fabriquer des véhicules de segment B en Europe et d'être rentable dans la fabrication de ces véhicules. Ce qui veut dire bien sûr qu'on doit être très exigeant, qu'on doit avoir de la rigueur, mais ça veut pas dire que on doit mettre en place des conditions de pénibilité au niveau des conditions de travail. Et surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est, et vous le verrez dès le début, c'est la contribution de 100% des members dans différentes activités de l'entreprise. Voilà. Et puis cette entreprise, elle a grandi. On a démarré à 150 000 véhicules, maintenant 300 000 véhicules et deux types de véhicules, la Yaris classique et le SUV. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et la première partie de ma présentation, c'est pour dire que pour assurer une bonne gestion de production, un bon management de la production, un management efficace, notamment dans les utilisations des outils et le suivi, Toyota va travailler d'abord sur la mise en place des fondations. Ce qui veut dire quoi? Un climat social serein, ce qui veut dire aussi un processus de développement pour chacun, de manière à faciliter l'environnement pour avoir une implication de 100% des members à l'amélioration continue. Donc je vais d'abord décrire le premier point qui est comment faciliter la vie des members, des employés au quotidien. Et ça commence par le rôle du management. C'est vraiment une des missions du management, c'est faciliter la vie des members au travail. Et ça commence par le dernier point, c'est si un employé a un problème, il doit d'abord aller voir son manager avant d'aller voir le partenaire social. Alors comment on fait? Alors pratiquement, on a mis en place des outils. Donc le premier des outils, c'est ce qu'on appelait le grain à moudre, c'est-à-dire recueillir tous les irritants. Maintenant, ça s'appelle QVT, ça a évolué dans le temps et c'est devenu un outil appliqué dans pas mal d'entreprises, ça s'appelle le QVT. Mais dès le début de notre usine, donc on a mis en place les outils pour recueillir la voix de notre client intérieur. Alors c'était essentiellement à travers les leaders d'équipe qui sont les coordinateurs de 5 members, de 5 employés, pour récupérer les réclamations, les remarques des members portant sur tous les sujets. Que ce soit la sécurité, la qualité, l'environnement au travail, mais l'efficience des machines, la cantine, les vêtements de travail, les distributeurs de boissons, etc., etc. Un deuxième autre outil qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle les jetons café, c'est-à-dire que on donne au groupe leader, responsable d'une équipe de 20 à 25 personnes, des jetons café pour lui donner la possibilité de sortir chaque member de ligne une fois par mois et de discuter avec lui pendant 15 à 30 minutes sur les problèmes qu'il rencontre sur son secteur, sur ses process de travail, mais aussi sur des problèmes personnels. Les lunchbox, c'est un moment aussi privilégié où le groupe leader va donc inviter ses members. Donc le leader d'équipe avec son équipe de 5 members et pendant un lunchbox, donc pendant la pause repas, discuter avec eux des problèmes rencontrés sur leur process de travail au sein de l'équipe animée par le leader d'équipe. Et puis on a les activity teams qui sont des activités qui se déroulent en dehors de l'usine où le groupe leader a la possibilité donc 2 fois par an d'inviter son équipe et là aussi c'est un moment privilégié pour pouvoir échanger sur des sujets personnels mais aussi sur des sujets d'équipe dans une ambiance différente de celle de l'atelier.
Et ces listes d'ateliers sont revues en morning meeting, donc morning meeting d'atelier, mais aussi donc en réunion RH et régulièrement aussi en réunion d'entreprise. On a aussi les réunions RH qui sont aussi donc régulièrement mises en place, environ, donc c'est une fois toutes les 2 semaines, où on va suivre l'absentéisme, le turnover, la formation, etc. Donc encore une fois, parce que ça aussi c'est un indicateur clé pour mesurer la sérénité sociale de l'entreprise. L'opinion survey, donc tous les 2 ans, on a une prise de température sur l'ensemble des sujets, encore une fois, salaire, évolution, promotion, grade, développement, communication, information, la possibilité de faire des kaizen, etc. Donc tous les 2 ans, on va mesurer donc l'ensemble des... Il y a un questionnaire d'environ une centaine de questions, et tous les members sont invités à répondre et à donner leur avis sur l'ensemble de ces sujets. Et donc ça se passe au mois de juin, et au mois de septembre on fait un feedback, et donc avec la mise en place d'un plan d'action, et régulièrement au fur et à mesure donc on a vu cette opinion survey et donc le pourcentage de satisfaction monter. Et puis on a aussi un dernier événement important, c'est les 30 minutes de communication, donc qui ont lieu une fois par mois, où on arrête la production et donc on est en 3 équipes, on arrête la production dans chacune des 3 équipes, dans tous les secteurs, et on va expliquer des sujets usines, des sujets ateliers, et puis aussi des sujets plus spécifiques, qui peuvent être par exemple, au moment des élections des partenaires sociaux, c'est quoi le rôle du CE, du CHSCT, etc., etc. Et puis on a aussi d'autres retours d'expérience que j'aurai l'occasion de présenter plus en détail lors de la session de formation du 23 juin. Donc ça c'est un premier outil pour construire les fondations. Le deuxième, c'est le développement des managers. Et notre point, c'est de faire que nos managers soient des leaders. Et donc on a mis en place des formations qu'on a appelées les savoir-être, les savoir-faire, dans lesquelles on donne aux managers les outils, les méthodologies, effectivement, pour devenir des leaders. Et on attend d'eux, effectivement, qu'ils assurent la pérennité de l'équipe, qu'ils assurent le développement des collaborateurs, développement de l'équipe, qu'ils sachent créer une vision. Alors une vision non seulement au niveau de l'usine, mais surtout une vision au niveau de l'équipe. Qu'est-ce que moi, groupe leader, ou qu'est-ce que moi, assistant manager, je veux améliorer et comment je vois le développement de mon équipe et de mon secteur d'activité. Voilà, les 4 missions: guider, faciliter, être un intermédiaire, et puis innover. Et ça, ces 4 missions, on les retrouve parmi les compétences, donc les 10 compétences d'un manager Toyota. Voilà, point suivant. Donc les members passent un temps considérable en formation. On a d'abord pour chacun des members donc une formation initiale qui va durer 12 à 15 jours et qui concerne l'ensemble des members d'entreprise, c'est-à-dire que l'ensemble des statuts, j'ai envie de dire, que vous soyez CDI, que vous soyez CDD ou que vous soyez intérimaire, vous allez avoir cette formation initiale. Donc une addition training, on va expliquer le contenu d'un certain nombre de standards chez Toyota en matière un certain nombre de pratiques ou de méthodologies, en matière de sécurité, en matière de qualité, les outils de base, le TPS et tout ça. Ensuite, il y a les basiques métiers, par exemple les basiques de l'assemblage, ça va être les basiques en matière on a eu 16 basiques à l'assemblage, mais par exemple on va retrouver les basiques de vissage, les basiques de clipsage, les basiques de connexion, etc., etc. Et puis on a ensuite le parcours initial au process, où on a dans chacun des ateliers des process d'initiation, c'est-à-dire des process d'introduction des nouveaux members. Et puis ensuite, un des points importants aussi, c'est la formation continue, c'est-à-dire que globalement, chaque member donc a 20 heures de formation en ce qui concerne les cercles de qualité et les activités de développement. Alors ça se passe comment? Ça se passe à travers ce qu'on appelle les 50 minutes de développement, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, on arrête la production pendant 50 minutes, et les members, donc, pendant 50 minutes, travaillent soit sur des cercles de qualité, soit sur des activités de développement sur lesquelles ils ont choisi de travailler. On a aussi des chantiers d'amélioration qui représentent 8 heures en moyenne, ramenés à 3000 members. Donc on sort des members de ligne,
généralement un par équipe, et puis ces members vont travailler sur leur process, donc sur l'amélioration des standards, sur les problèmes qu'ils rencontrent, et de manière à faire évoluer leur process, à les rendre plus efficaces. Ensuite, on a des formations sur des sujets usines qui représentent environ 6 heures par an, et puis le développement de la polyvalence qui représente au minimum 30 heures pour l'ensemble, pour chacun des members de l'entreprise. Voilà, donc un point important qui constitue encore donc la mise en place de ces fondations pour pouvoir bien manager la production, donc la formation. Slide suivant, voilà. Le slide suivant, c'est le style de management de Toyota. Donc, un management conventionnel, généralement, on va retrouver les members, les employés, donc qui vont travailler à la production. Donc, la majorité de la main-d'œuvre se concentre sur la production. Et puis, on a la direction, ou en tout cas l'encadrement, qui passe son temps à résoudre les problèmes et qui pense et qui les contrôle et qui fonctionne beaucoup en mode pompier. Et tout ça, globalement, c'est démotivant pour l'ensemble des participants, enfin des gens qui sont dans l'entreprise. Voilà, le style de management de Toyota, et c'est vraiment ce qu'on a mis en place, c'est que parce que si on veut avoir une entreprise encore une fois efficace, une entreprise qui soit rentable, et on en a besoin, il faut que chacun puisse travailler sur les problèmes. Ça veut dire que c'est comment on fait pour que 100% des members, des employés travaillent sur les problèmes, leurs problèmes à eux. Voilà, donc et globalement vous voyez, donc les members travaillent sur les problèmes, et le rôle de la direction, le rôle du management, ça va être de soutenir les activités, d'aider et de coacher. Et par exemple, à travers les cercles de qualité, à travers les chantiers Jishuken, donc chantiers d'amélioration, à travers des clubs, c'est-à-dire des suggestions, etc. Et on a vraiment, par exemple, un des rendez-vous importants, j'en ai déjà mentionné, c'est 50 minutes de développement où les members travaillent par exemple sur leur cercle de qualité et pendant lesquels le management d'atelier, mais le management de l'entreprise, par exemple moi vice-président de production, je me consacrais aussi à ces 50 minutes pour aller visiter des cercles de qualité, pour regarder comment les members travaillaient, quels étaient leurs problèmes, la méthodologie utilisée, s'ils suivaient bien les différentes étapes, s'il y avait des points de blocage, et comment nous, encadrement, on pouvait les supporter et les faciliter dans leur réflexion. Voilà, donc ça c'est vraiment le style de management de Toyota. C'est pas simplement c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique et ça passe par une très grande présence des managers sur le terrain. Donc ça veut dire que aussi la réunionnite chez Toyota, ça n'existe pas. Il y a des réunions bien sûr, mais elles sont aussi standardisées et on sait comment on commence la réunion, on sait aussi comment on va la terminer, de manière à faire que l'essentiel de notre temps, on puisse être sur le terrain, encore une fois, à faire fonctionner cette fameuse pyramide inversée et à jouer notre rôle de soutien, d'aide et de coach. Et on est d'accord qu'il y a quasiment pas de salle de réunion dans votre usine, il n'y a quasiment pas donc de réunion en salle à proprement parler. La plupart des réunions se font sur le terrain directement parce que c'est en face des sujets sur lesquels on est en train de travailler. Alors, bien sûr, il y a quelques salles de réunion parce qu'on a aussi des réunions officielles comme le CE, le CHSCT ou des réunions de projet où là on a besoin d'avoir de la confidentialité. Mais globalement, l'essentiel des réunions se passe effectivement sur le terrain en face du sujet sur lequel on est en train de travailler. Donc que ce soit avec les spécialistes, que ce soit avec les cercles de qualité, j'en ai parlé pour les 50 minutes de développement, mais que ce soit aussi sur des sujets bien spécifiques, par exemple des demandes d'investissement ou des sujets comme ça. Voilà. Alors une fois qu'on a mis en place nos fondations, on peut effectivement commencer à utiliser les principes, développer les principes et les outils de management de la production. Donc on va aujourd'hui parcourir quelques-uns de ces outils. L'ensemble sera présenté lors de la formation du 23 juin. Voilà, donc un des points importants, c'est la gestion de la prévision à court, moyen et long terme de la production. Donc on a chez Toyota, là aussi, on a parlé, j'ai envie de dire au départ, de climat social serein, donc
C'est ça aussi le lissage social, mais on a aussi un lissage en matière de production, c'est-à-dire qu'on a un prévisionnel de production avec des variations de volume et de diversité qui sont limitées. Alors comment on construit ce lissage-là, comment on travaille dessus, à travers donc des rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle l'OAP, l'Original Annual Plan, qui est établi en novembre et qui donne un plan prévisionnel des ventes et de production à 3 ans. Et puis on a le RAP, donc qui intervient au mois de juin, 6 mois après, en milieu d'année, donc qui est le Revised Annual Plan, et donc qui vient tuner, qui vient prendre en compte les évolutions de marché, et donc qui va et qui va rajouter 6 mois au plan prévisionnel de vente et de production. Alors pour préparer ces deux activités, l'OAP et le RAP, les usines et les ateliers de production établissent leur capacity guide, c'est-à-dire c'est quoi les takt time possibles. Est-ce que je sais travailler en 60 secondes, en 57 secondes, en 80 secondes, en 95 secondes? Donc on donne la liste de tous les takt time pour lesquels on est capable d'adapter notre outil de production. Et ça c'est important, puisque ça permet derrière, effectivement, ça vient alimenter le plan prévisionnel de vente. Et puis c'est important de le réviser régulièrement, ces capacity guides. Pourquoi? Parce que on évolue, c'est-à-dire que pendant 6 mois on a fait évoluer les process, etc. On a réduit le lead time de certains process, ce qui veut dire que effectivement, donc on s'est donné des possibilités de faire des takt time différents en plus de ceux qu'on savait déjà faire. Les contraintes de production, là aussi, donc c'est important parce que on peut avoir des contraintes de production à un moment donné. Et on en a connu notamment lors du démarrage de l'hybride, où on avait un pourcentage d'hybride qui était limité au départ, en fonction des contraintes de production que l'on connaissait. Et puis au fur et à mesure, on a travaillé sur ces contraintes, et ça nous a permis de pouvoir offrir la possibilité de fabriquer plus d'hybrides, donc augmenter le ratio d'hybrides, et donc d'accompagner la demande du marché sans souci. On va tenir aussi compte des plages horaires, des congés, des arrêts organisationnels. Lorsque, par exemple, on va organiser des élections, préparation des NAO, etc., on va mettre dans notre capacity guide ces besoins éventuellement d'arrêt organisationnel. Voilà, donc tout ça, ça vient alimenter le plan prévisionnel et capacity guide d'abord. Et puis l'OPR, donc l'efficacité opérationnelle prévue, c'est-à-dire que si on sait travailler avec une certaine efficacité, là aussi, on continue toujours dans nos démarches d'amélioration continue d'améliorer l'efficacité des machines, l'efficacité des organisations, ce qui veut dire que on progresse dans notre efficacité opérationnelle, et ce qui veut dire que on va faire évoluer notre capacity guide, et on va, c'est comme ça qu'on est passé de 150 000 véhicules à 300 000 véhicules, donc à travers l'amélioration de notamment de cette efficacité opérationnelle. Donc pouvoir offrir au marché des capacités de production supérieures à celles qu'elles étaient précédemment. Voilà, et puis on a une maille plus fine qu'on appelle le Getsudo. Donc ça, c'est le plan prévisionnel mensuel sur les 3 mois suivants. C'est-à-dire que une fois qu'on a établi l'OAP ou le RAP, après on va confirmer le plan annuel tous les mois, et on va confirmer le plan de production sur les 3 mois suivants. Et ça a surtout une fonction de confirmation de la flex qu'on peut offrir aux ventes, et notamment parce qu'on a des pièces qu'on appelle les LLT, alors c'est Long Lead Time Transportation, donc c'est des pièces qui viennent notamment du Japon, sachant qu'il y en a de moins en moins. Voilà, mais ce qui est un des points importants à travers ce slide-là, c'est qu'on a vraiment une organisation de production qui travaille sur l'amélioration des opérations en continu, parce que le plan de production, il est lissé et il vient pas amener des perturbations, ce qui veut dire que l'ensemble 100% encore une fois des members, que ce soit l'encadrement, que ce soit les members, peuvent travailler sur leur production, sur leur process, parce qu'ils n'auront pas des perturbations qui seront amenées par un plan de production un peu erratique. Bien, donc beaucoup de sérénité. Oui, c'est... Voilà, on évite de travailler et on fait surtout pas travailler en mode pompier. Voilà, alors avoir des flux plus rapides, donc on a conçu une usine compact. Moi, ce que j'ai envie de dire, on pourrait mettre un autre titre, c'est vraiment comment réduire en permanence et en continu le lead time. Donc ça, donc on l'a fait au départ dans la conception de cette usine. Un atelier carrosserie qui fait 30%. Alors, le lead time à la fois des produits et des flux de communication pour avoir de la réactivité.
Donc l'atelier carrosserie, 30% de surface par rapport à un atelier classique, un atelier d'assemblage en T où on voit n'importe quelle position vous avez dans l'atelier d'assemblage, on voit ce qui se passe sur l'ensemble de l'assemblage. Voilà, donc pour avoir encore visité récemment d'autres usines de montage où on a, quand on est sur une ligne d'assemblage, on voit que cette ligne-là et on voit pas ce qui se passe ailleurs, dans les autres lignes de l'assemblage. Donc ça c'est aussi un concept très important. Des ateliers de plastique intégrés, donc pour tout ce qui est planche de bord, bumper, avant et arrière, et ensuite on a développé pour les spoilers, les rockers, etc. Donc là aussi, ça contribue fortement à réduire le lead time, les encours et tout ça. Les ateliers qui sont conçus de manière à avoir, encore une fois, les flux et des encours minimum. Donc le WT, c'est-à-dire le buffer entre la carrosserie et la peinture, c'est 40 véhicules. Dans des usines classiques, c'est plutôt aux alentours de 200. Et puis on a le TA, donc qui est le buffer entre la peinture et l'assemblage, où là on a 30 véhicules. Donc là aussi, avec des chiffres comparables dans d'autres usines où on est plutôt aux alentours de 200 voire 300. Le plateau repair, ligne des ventes, 30 véhicules maximum, là aussi. Donc c'est aussi conçu pour avoir un lead time très court et pas avoir des véhicules qui stagnent sur le plateau repair, et puis aussi avoir de la réactivité, parce qu'on sait qu'on a que 30 véhicules maximum qu'on peut mettre sur un plateau repair. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, il faut mobiliser toutes les ressources pour savoir résoudre le problème, ou en tout cas mettre en place un plan de containment. Et puis donc on a aussi une tournée donc livraison bord de ligne, toutes les 30 véhicules, les pièces sont livrées, ce qui donne donc j'ai envie de dire un pacemaker ou au niveau de la logistique. Et puis TMMF, c'est l'usine la plus compacte de Toyota. Elle a bénéficié de toute l'expérience des usines qui ont été construites avant celle de TMMF. Voilà. Ensuite, on va passer quelques outils en revue. Le Kanban, bien sûr, effectivement, on utilise les Kanban à TMMF. C'est utilisé entre les fournisseurs et l'usine, entre la logistique interne et les ateliers de production, entre l'atelier presse, qui est un fournisseur interne, et la carrosserie, et dans la zone repair, là aussi, pour gérer le FIFO des véhicules qui sont en zone repair. Alors on a démarré avec des Kanban papier, et ensuite on est passé au Kanban électronique, notamment pour les Kanban envoyés qui sont utilisés entre les boucles Kanban entre les fournisseurs et l'usine. Les boucles Kanban sont définies par les spécialistes procurement, donc approvisionnement, pour les fournisseurs, et puis les spécialistes logistique interne donc définissent les boucles Kanban pour la production. Les boucles sont révisées à chaque changement de véhicule, à chaque changement de takt time. Elles sont révisées lorsqu'il y a des Kaizen en logistique externe ou en logistique interne. Lorsqu'il y a, alors Enkaten, ça veut dire changement en production, lorsqu'on fait évoluer des organisations de production. Et puis les boucles sont aussi donc revues à chaque Getsudo, donc en fonction de l'évolution du mixte. Donc on ajuste les boucles Kanban. Les low runners sont systématiquement traqués pour prise de décision, parce que comme vous avez compris, on a une usine qui est très petite, donc est très compacte, on a peu de place, donc ça veut dire que on fait de la chasse à la place, et lorsqu'on a des low runners, c'est-à-dire des stocks stagnants, donc on s'en occupe régulièrement. Et puis bien sûr, ce qui va influencer le contenu des boucles Kanban, ça va être les taux de scrap, la fabrication de pièces détachées, les repairs, les temps de convoyage, les capacités de bord de ligne, donc ils sont suivis pour ajuster les boucles, et ça se passe notamment lors des Getsudo. Et puis un point important, c'est que ces boucles Kanban, c'est un outil, donc on fait une analyse quotidienne des résultats, un suivi inter-équipe, et puis des audits des spécialistes procurement, donc qui vont régulièrement donc voir comment ces boucles Kanban fonctionnent, et puis l'état des stocks, s'il y a des overflows qui peuvent être générés par des boucles Kanban. Voilà pour un premier outil. Le deuxième outil, c'est le Jidoka. Donc au départ, à TMF, comme vous l'avez compris, on avait un niveau d'investissement relativement bas, donc pour fabriquer 150 000 véhicules, et on ne pouvait pas se permettre de mettre des Pokayoke partout, mais on en a mis, bien sûr, indispensables, donc ont été installés. Ça va être les et ensuite on a beaucoup
axé notre JIDOCA, j'ai envie de dire, sur la responsabilisation des opérateurs. Donc pour garantir la qualité au démarrage, voilà, on a mis des Pokayuke sur les fonctions essentielles, où là, il n'y a pas de questions à se poser, sur le freinage, le serrage, etc. Et puis ensuite, on a surtout, pour pallier au niveau d'investissement, en tout cas pour respecter ce niveau d'investissement, on a formé nos opérateurs à la construction de la qualité. On a mis en place, et c'est cette fameuse usine compacte aussi, le contrôle qualité avec une boucle d'information courte, donc que nous permet cette compacité de l'usine. Il y a des andons, c'est-à-dire que des andons, c'est des cordes ou des boutons d'appel qui permet à l'opérateur, lorsqu'il détecte un problème, ou lorsqu'il a un problème, de tirer l'andon, donc d'alerter et d'arrêter la production si c'est nécessaire. Et puis on a des points importants aussi, les standards start and finish, où on sait où on doit démarrer un process et où on doit arrêter un process. Et puis ensuite, une fois que ça c'était au démarrage, ensuite on a continué quand même à développer nos systèmes anti-erreur simples en faisant par nous-mêmes. Donc à travers ces opportunités, des 50 000 développements, etc. Puis à travers surtout le retour d'expérience de nos opérateurs. Donc les problèmes qu'ils ont rencontrés, etc. Donc voilà, là, pour éviter ce problème-là, les opérateurs ont commencé à penser par eux-mêmes à des systèmes anti-erreur, donc qui coûtent pas cher, qui sont mis en place par eux-mêmes et qui peuvent donc entretenir par eux-mêmes aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre principe de l'organisation apprenante et bien sûr aussi de la maîtrise des coûts. Donc et on a fait des kaizen sur la formation à la qualité des opérateurs, des kaizen sur les normes, développement d'andons spécifiques, par exemple en logistique. Comment mettre des andons sur les tomotors. Donc on a réfléchi et on a réussi à développer des systèmes d'andons embarqués sur les tomotors, parce que nos logisticiens peuvent aussi avoir à tirer l'andon quelque part. Donc avant, comment ils faisaient? Ils arrêtaient leur tomotor et ils allaient appeler leur team leader. Maintenant, ils n'ont plus besoin de le faire. Et ils appellent, ils envoient un signal et les team leaders, c'est lui qui vient les rejoindre. Il a l'information. Et puis un outil aussi très important de construction de la qualité, c'est on a développé des grilles de processus de diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic de chacun des process lorsqu'on le met en place, lorsqu'on fait évoluer le takt time, etc. Et on valide à travers ce processus et à travers ces critères. Il y a environ, par exemple, à l'assemblage, même pour l'ensemble des ateliers, 16 critères, donc ils vous permettent d'évaluer les process et de savoir dans quel état est le process et soit effectivement de le laisser dans l'état où il est ou de dire non, on peut pas démarrer comme ça et on continue à travailler dessus. Voilà. Ensuite, alors on va pas parler aujourd'hui de Ngouda. Si vous voulez entendre parler de Ngouda, venez me voir le 23 juin. On va parler un petit peu de Mouri et de Moura. Mouri, c'est surcharge, c'est-à-dire que on fait attention aussi effectivement à la surcharge, notamment cognitive, pour les opérateurs. Donc par exemple, on a beaucoup travaillé sur les manifestes, c'est-à-dire les informations qui sont données qui donnent les instructions à l'assemblage et dans les zones de Jundate. Donc c'est des zones de préparation entre la logistique et l'assemblage. Donc attention à cette surcharge cognitive de manière à ne pas surcharger l'opérateur. Et voilà, la surcharge physique, développement d'analyse des processus. Là encore une fois, c'est grille de diagnostic du processus. Et puis plan de lancement de la production aussi. Donc point important là-dessus. Et puis on a aussi la même approche pour les machines. Donc par exemple, je donne un exemple, il y en a d'autres, mais on fait le suivi des trajectoires des robots pour s'assurer que nos robots ne sont pas trop sollicités en matière de moteur d'axe ou de faisceau. Voilà. Ensuite, le Moura, donc c'est le lissage, donc comment éviter les variations, les inégalités. Donc, j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a des contraintes qui sont définies entre le contrôle de production, qui établit le plan de production, et puis l'atelier. Donc, on va mettre des contraintes, par exemple, sur les ratios, alors 3 portes, 5 portes, sur les motorisations, moteurs, essence, diesel, les hybrides, les US. Donc, puisqu'on fabrique 4 types de Yaris différents. Alors maintenant, il y a aussi donc le deuxième véhicule qui introduit des contraintes supplémentaires, de manière, encore une fois, à avoir un lissage et pouvoir faire que tous nos process, qui sont par exemple sur un takt time de 57 secondes, vont bien respecter 57 secondes et ce sera des process qui n'auront pas de variations importantes liées
au passage de diversité en matière de motorisation ou de nombre de portes, etc. Et puis ces contraintes donc sont définies lors de la construction des processus et comme je l'ai dit tout à l'heure, sont régulièrement revues en fonction des demandes des clients. Parce que, par exemple, et je parlais, le bon exemple pour moi, c'est l'hybride, où on savait au départ faire une quinzaine de pourcents d'hybride en termes de ratio, et puis on a évolué et on est passé au-dessus de 50%, et maintenant on est à 80% d'hybride, voire 100% d'hybride sans problème. Mais on a dû faire évoluer nos process au fur et à mesure pour accompagner les demandes des clients. Alors le 5 pourquoi, il est utilisé partout et tout le temps. Voilà, donc il est utilisé pour chaque sujet, donc que ce soit les demandes d'investissement, les RINGI, lorsqu'il y a des défaillances sécurité, lorsqu'il y a des améliorations qualité, lorsqu'on travaille sur l'efficience, lorsqu'on travaille sur l'environnement, lorsqu'on travaille sur des problèmes de ressources humaines, on a ce souci de toujours démarrer par un 5 pourquoi. Les analyses d'amélioration, les sujets groupe leader, les sujets team leader, et les team leaders, ils viennent au morning meeting, lorsqu'ils travaillent sur un problème, ils viennent avec leurs 5 pourquoi. Voilà. Et alors, bien sûr, on va les aider là-dessus. Hein, et on a, j'en parle pas cette fois-ci, mais j'en parle le 23. On a ce qu'on appelle les visites group leader, les visites team leader, où on va aller coacher, aider les team leaders sur leurs 5 pourquoi, de manière à effectivement donc les apprendre. Un 5 pourquoi, c'est pas facile. Hein, moi, j'en ai fait. C'est pas, alors ça tout dépend des sujets, mais c'est quand même, si on va faire un 5 pourquoi en profondeur, c'est pas facile, donc on a besoin de coacher et d'aider. Et ça c'est vraiment, et encore une fois, ça c'est vraiment le rôle du management. Et voilà, les réunions terrain, c'est des réunions où on va voir les 5 pourquoi. Les QC Circle, donc on utilise les 5 pourquoi dans les QC Circle, et lors des 50 minutes de développement, on s'assure effectivement que le 5 pourquoi développé par l'équipe QC Circle a la bonne méthodologie, va suffisamment en profondeur dans les pourquoi. Les activités Hoshin, donc le Hoshin, c'est le plan annuel d'amélioration de l'usine avec différentes activités, et là aussi, donc avant de démarrer une activité, pourquoi on va la démarrer, qu'est-ce qu'on veut améliorer, quels objectifs on veut remplir. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a pas de revue, s'il y a pas de 5 pourquoi quoi. Donc généralement c'est vraiment l'outil qu'on doit retrouver dans chacune des revues. Et j'ai déjà dit, mais je le répète, le rôle du management, c'est d'assurer un coaching permanent sur la profondeur des 5 pourquoi. Et Dieu sait que c'est pas facile. Voilà, principe appliqué, 5 pourquoi par un système de revue du management. Mais donc pour que chacun puisse savoir faire des 5 pourquoi, on a des formations, donc il y a plusieurs niveaux qui sont assurés par notre training center interne de ces fameux 5 pourquoi. Donc à travers les A3, à travers les formations TBP, à travers les formations QC Circle, etc. J'en ai cité quelques-unes. Et puis c'est intégré ça dans les évolutions du grade système, c'est-à-dire qu'on passe pas d'un grade à un autre grade si on n'a pas fait un 5 pourquoi. Voilà, d'abord ça va pas faire un 5 pourquoi, ça commence comme ça, et ensuite pour passer pour évoluer, on a aussi j'ai envie de dire des gradations ou des rankings de 5 pourquoi en fonction des sujets traités qui sont inclus. Et puis, je l'ai dit, mais je le répète encore une fois, c'est le principe de l'OJT, donc le Hot Job Training, c'est-à-dire ça se passe dans l'atelier, la formation action, on va voir nos groupes leaders, on va voir nos team leaders, on va voir nos spécialistes, et on regarde avec eux les 5 pourquoi sur lesquels ils sont en train de travailler et s'ils ont besoin d'aide. Et ça, voilà, c'est complètement différent de ce que j'ai pu voir dans une entreprise récemment où le 5 pourquoi chez eux, c'est le WhatsApp, c'est-à-dire que j'envoie un message à travers WhatsApp et puis j'ai signalé mon problème et ça s'arrête là. Non, avant, t'as sorti un slide. Voilà. Donc simplement, le travail standardisé, là aussi, donc c'est très important chez Toyota. On peut rien faire si on n'a pas de standard. Et c'est simplement un extrait de la formation. Moi, quand je suis rentré chez Toyota en novembre 99, donc en 2000, j'étais au Japon. Et ma première formation, ça a été comprendre l'importance du travail standardisé. Donc un travail standardisé, ça définit les méthodes de travail efficaces et sûres, et ça aide à éliminer les gaspillages, et c'est l'outil qui va nous assurer la qualité.
et c'est d'abord centré sur les mouvements humains. Le travail standardisé, c'est la fondation du Kaizen, parce que comment améliorer si on n'a pas un standard, si on n'a pas une répétabilité des opérations à chaque cycle, comment on va voir les écarts, qu'on peut voir qu'est-ce qui est amélioré. Donc ça veut dire qu'on a un travail standardisé et on fait respecter ce travail standardisé. Ça veut dire que pour le faire respecter, on va avoir des audits de travail standardisé qui vont être menés par l'ensemble de l'encadrement de l'entreprise, en commençant bien sûr par le team leader, qui est l'animateur de cette équipe de 5 members, mais on va faire des audits de travail standardisé, même si on est vice-président de la production. Moi, j'ai terminé ma carrière comme vice-président et je continuais à faire régulièrement des audits de travail standardisés. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une boucle, d'avoir un retour, d'aller voir par exemple le team leader en lui disant, mais dis donc, montre-moi ton dernier audit de travail standardisé sur tel process et sur tel member. T'es sûr que il respecte bien le standard, comment tu l'as évalué, et puis on discute ensemble. C'est pas pour le mettre en défaut, c'est pour comprendre pourquoi peut-être il est passé à côté de quelque chose, ou que quand il fait son audit standardisé, peut-être qu'il va pas suffisamment en profondeur. Voilà. Et le travail standardisé, c'est pas figé, c'est-à-dire que on définit un standard, mais on va le réviser et on le met à jour, aussi souvent que nécessaire, en fonction des kaizen, en fonction des améliorations d'équipement ou des changements ou des rééquilibrages de process. Et voilà, et puis pour conclure rapidement, on a de la formation, c'est-à-dire que on va effectivement connaître par cœur la FDP, les standards, on va demander aux opérateurs de savoir réaliser 50 ou 300 cycles en fonction du process, pour valider l'application du mode opératoire, la performance qualité, les points d'application sécurité, etc. Un opérateur, il est formé sur 3 process et chaque process a 3 opérateurs formés et les opérateurs donc sont validés toutes les 12 semaines. Voilà, je crois que j'ai terminé, j'ai dû dépasser un petit peu, monsieur Philippe. Merci beaucoup Rénal. Pour conclure, je pense que la question que tout le monde doit se poser quand on entend Rénal parler de cette incroyable histoire, c'est bien sûr en l'adaptant à votre métier, pour ceux qui ne sont pas dans la construction automobile, la majorité des personnes qui nous écoutent, donc voir quelles sont les parties à adapter en fonction de votre contexte. Mais ils arrivent à faire en sorte que c'est une des usines les plus performantes du monde, tout simplement, dans un monde extrêmement concurrentiel de production automobile et pour des petites voitures à faible marge, etc. Tout ça se passe en France en ce moment. Si ça c'est possible, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous inspirer de tout ça et obtenir le même genre de résultats extraordinaires? Nous allons donc maintenant aborder la question des questions-réponses. Il y en a beaucoup, une ou deux dans le chat et de nombreuses questions dans l'onglet Q&A. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y répondre pendant une quinzaine de minutes, mais je rassure tous ceux qui n'aura pas l'occasion de répondre en direct, qu'on vous répondra par écrit. On a votre questions et vos emails. Donc, ceux auxquels on ne répondra pas en direct, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Okay. Il y a, Rénal, deux questions, d'abord par Céline et ensuite par Jonathan sur la page 20 concernant les audits de procédure. Je vais tourner. Donc les deux questions s'enchaînent. C'est d'abord Céline qui pose la question. Pouvez-vous donner des exemples de critères de grille de processus, s'il vous plaît? Alors, critères de... Oui, ça va dépendre si je prends l'atelier assemblage, par exemple, on va évaluer un processus d'assemblage sur, par exemple, ce qu'on appelle le one pick, c'est-à-dire que l'opérateur doit aller qu'une seule fois chercher ses besoins de pièces au Florac. Un deuxième critère, ça va être le fait on définit le véhicule en plusieurs zones et on va s'assurer qu'il travaille toujours dans la même zone et qu'il n'ait pas à se déplacer. Ça va être aussi, par exemple, des critères en termes de luminosité. Ça va être un critère aussi qu'on va. Ça va être critères en matière d'ergonomie. Voilà, pour en citer 4 à l'assemblage. Certains sont communs. L'ergonomie, c'est commun à l'ensemble des ateliers. D'autres sont plus spécifiques, par exemple, à l'assemblage, quoi. Et Jonathan enchaîne sur le même sujet. Ces critères sont-ils les mêmes pour tous les processus ou les critères sont-ils adaptés à chaque process? Les critères sont les mêmes pour, par exemple, l'atelier d'assemblage. On a une grille et tous les process de l'atelier d'assemblage sont évalués par rapport à cette grille.
Et cette grille, par exemple, elle est commune aussi. C'est une grille qu'on a travaillée et ensuite qu'on a partagée avec les autres usines de Toyota en Europe. Après, par contre, si on prend l'atelier carrosserie, donc il y a une grille spécifique à la carrosserie, parce que les process, le contenu des process n'est pas le même. Si c'est là en peinture, donc il y a une grille spécifique par type d'activité. Voilà. Mais par contre, c'est appliqué aussi au process de logistique ou au process de l'inspection qualité. Très bien, merci. Une autre question qui est, si je souhaite mettre en œuvre et renforcer ces idées de Toyota Production System dans mon entreprise, je commence par comment est-ce que je fais? Moi, ce que j'aurais comme recommandation, c'est de choisir une zone pilote où les gens sont volontaires et de mettre en place un petit peu cette pyramide inversée dans cette zone pilote-là, avec donc ces opérateurs volontaires qui veulent travailler sur les problèmes de leur zone, et puis avoir un management qui va venir les supporter, les coacher, les aider, les faciliter, et puis faire de cet exemple une réussite, et ensuite donner l'envie aux autres d'en faire autant, quoi. Bien, merci. Une autre question de Miché. Je fais mon stage et mes jobs d'étudiant dans les industries de production hydroélectrique. Est-ce qu'un Jidoka, un Kanban, les Muri et les Mura sont-ils applicables efficacement dans de telles industries? Je suppose qu'en tout cas, oui, parce que dans toutes ces industries, il y a des process. Donc, s'il y a des process, il peut y avoir des défaillances de process. Donc, j'ai envie de dire, le Jidoka, il est certainement applicable. Les Kanban, s'il y a des process, il doit y avoir des process qui sont alimentés ou qui alimentent donc d'autres process. Donc, ça veut dire que la boucle Kanban, elle est aussi applicable et oui, c'est ça. Oui, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ok. Mais il me semble que les concepts de base sur chasser le gaspillage, c'est applicable partout. Etc., ça c'est tout à fait générique et que ça s'applique à une boulangerie, à une banque, à la fabrication d'automobiles. Par contre, la manière de piloter les flux doit être adaptée au type de business. Et effectivement, dans des industries de production hydroélectrique, vous n'allez pas piloter le flux de l'eau comme Renal pilotait le flux des pièces, n'est-ce pas? Mais le Kanban pourra s'appliquer plutôt pour la disponibilité des outillages ou des autres consommables qu'il puisse y avoir dans le process. Mais effectivement, ce qui change souvent quand on adapte l'approche Toyota à d'autres industries, c'est comment on pilote le flux. Le Kanban est quelque chose qui est basé sur une certaine répétitivité et une certaine fréquence de consommation et ne s'adapte pas dans tous les domaines. Voilà, nous avons une autre question dans laquelle je vais me permettre de contribuer à la réponse, qui est: auriez-vous des conseils, retours d'expérience sur la manière de convaincre des PME de mettre en place ce genre de méthode? Il est en effet souvent répandu que les méthodes dites autonomes ne s'appliquent pas aux petites structures, le management partant d'emblée sur une vision très pessimiste de ces méthodes. Et donc, je me permets de commencer par une certaine réponse qui est: effectivement, si je remarque, s'il vous plaît, que la formation a pour titre le bon et le mauvais lean, car je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont désormais des a priori négatifs par rapport au lean pour diverses raisons, notamment parce que le lean a été utilisé dans beaucoup de cas avec des réductions d'effectifs et ce genre de mauvaises expériences. Donc c'est un processus de licenciement continu à base de mots japonais. Et ce mauvais lean-là, il existe et ça nourrit les attitudes négatives et les résistances au changement par rapport au lean. Mais le bon lean existe, c'est justement ce que Renal cherche à vous décrire. Ça existe ici en France et ça donne des résultats extraordinaires, aussi bien en termes de performance financière que en termes de qualité de vie et d'implication du personnel dans cette histoire. Donc voilà ma réponse. Mais Renal, comment vaincre? Est-ce que ça s'adapte à tout et au PME, etc. Ouais, moi je vais prendre un exemple qui va peut-être un peu vous déconcerter, mais alors pendant le confinement, j'ai eu l'occasion d'aider un copain qui tenait un club hippique et qui devait refaire les clôtures de toutes ses pour ses chevaux. Et en fait, donc j'allais l'aider et puis
régulièrement, on partait et on arrivait sur place et on avait oublié tel outil, etc., quoi. Et je lui dis, mais attends, voilà, on va faire comme chez Toyota, on va faire un standard de qu'est-ce qu'il nous faut pour une checklist avec un standard, qu'est-ce qu'il nous faut pour réparer ou mettre en place une clôture, quoi. Voilà, donc ça veut dire que ça s'applique pour moi dans tous les... Alors, bien sûr, pas de la même façon et avec la même intensité, mais c'est applicable partout. Et comme tu as dit tout à l'heure, je pense que même chez un boulanger, on peut effectivement avoir ces approches-là. Et alors, pour revenir un peu dans l'automobile, on a aussi des PME, hein, on a des fournisseurs qui sont de taille beaucoup plus petite qu'un constructeur automobile et là aussi et ça c'est l'approche de Toyota, c'est de faire que les démarches et les outils et méthodes qu'on utilise chez Toyota, on puisse aussi utiliser chez les fournisseurs, même si c'est des fournisseurs qui ont une taille de PME. Et d'ailleurs, par exemple, on a des fournisseurs qui nous aident, par exemple, à faire les travaux de summer shutdown, les travaux de déplacement de machines, etc. Et ça, donc ça, c'est vraiment des PME, et c'est pas des fabricants de pièces, et on applique aussi les mêmes méthodes avec eux, quoi. Très bien, merci. Une autre question, c'est que une des particularités de Toyota Onin, c'est qu'elle tourne en 3 équipes. Oui. Est-ce que ça complique les choses? Est-ce que ça amène des challenges particuliers, le fait de travailler en 3-8? Ça complique pas les choses, ça amène à mettre en place une organisation qui fasse qu'effectivement les 3 équipes aient les mêmes approches, qu'on ait une homogénéité, qu'on puisse faire les formations de la même façon dans les 3 équipes, qu'on puisse avoir toutes ces démarches. Je parlais tout à l'heure des 50 minutes de développement. On fait aussi, bien sûr, et on arrête la production aussi en équipe de nuit pour faire ces 50 minutes de développement. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a du management de l'équipe de nuit qui vient suit ces 50 minutes de développement, mais on a aussi des managers de jour, d'ateliers qui viennent voir les équipes de nuit pour pouvoir s'assurer effectivement que les 50 minutes de développement et pouvoir apporter le support de la même façon à l'équipe de nuit qu'aux autres équipes. Très bien, merci. Il y a plusieurs questions autour des 5 pourquoi. Je vais essayer de la synthétiser un peu. Et parce que tu sais bien que c'est quelque chose dont on discute énormément. Les questions se tournent autour de la frustration pour essayer de développer des vrais 5 pourquoi, des bons 5 pourquoi. Et peut-être tu pourrais parler de comment c'est quelque chose sur lequel vous prenez des précautions dès les recrutements, que c'est quelque chose que vous testez dans les recrutements. Et peut-être juste pour redire à nouveau ce que moi je perçois très bien pour avoir écouté de nombreuses descriptions d'une journée normale chez Toyota, c'est que vous passez votre temps à ça en fait. Oui, globalement, encore une fois, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc les suivis, on est sur le terrain à plus de 80% du temps, et quand on est sur le terrain, c'est pour aller voir donc les activités de développement des spécialistes, activités de nouveaux chantiers, etc. Ou des activités d'amélioration, et à chaque fois effectivement on regarde le contenu des 5 pourquoi un spécialiste a décidé de faire telle amélioration, pourquoi il a décidé de changer telle machine, par exemple. Donc on va aller en profondeur sur ces 5 pourquoi. Et puis les 5 pourquoi, effectivement, lorsque l'on fait les recrutements, on va tester l'aptitude des gens qui sont en face de nous dans l'entretien à, j'ai envie de dire, à être bien branchés 5 pourquoi. C'est-à-dire qu'en fonction de leur carrière précédente, de ce qu'ils ont déjà fait, on essaie de voir effectivement s'ils ont cette approche-là, cette sensibilité à aller en profondeur sur les problèmes, et pas simplement dire voilà, j'ai fait ça comme ça, et puis voilà. Donc ça, c'est notre façon de faire, c'est dès le recrutement de sentir, d'essayer d'évaluer cette sensibilité à savoir faire des 5 pourquoi. Et puis après derrière, il faut accompagner, hein, c'est pas facile. Et on le voit décrit assez régulièrement, mais j'ai envie de voir la verbalisation de la chose. Dès qu'on commence à franchir les différentes étapes hiérarchiques dans ce système, en fin de compte, on passe son temps à faire du coaching de 5 pourquoi, c'est-à-dire que quand un team member a un problème, plutôt que de le résoudre à sa place, vous essayez de profiter de cette situation pour le développer. Bien sûr, en l'accompagnant dans les démarches 5 pourquoi. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est vraiment
voilà, l'opportunité d'avoir un... Chez Toyota, on dit, si t'as pas de problème, t'as un problème, quoi, parce que t'as rien à améliorer. Donc, voilà, donc l'opérateur qui a un problème, bah, bienvenue à l'opérateur, bienvenue au problème. Maintenant, c'est comment on va t'aider à régler ton problème. Et c'est pour ça que, effectivement, cet espace des 50 minutes de développement, c'est la voie royale, parce que là, effectivement, on peut sereinement travailler, et les opérateurs peuvent travailler sereinement sur leurs problèmes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Attendez, je appuie sur le bon bouton. Merci beaucoup de votre participation. Merci tous ceux qui sont restés très nombreux jusqu'à cette fin. Il y a encore plusieurs questions que nous n'avons pas répondues. Je répète, nous allons y répondre par écrit, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, merci de votre participation et bonne fin d'appétit pour ceux qui sont avec nous pendant cette pause déjeuner. Merci, au revoir. Merci, au revoir.